On va commencer par les fluides. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à vous déclarer. Alors, concernant les fluides, la problématique, c'est qu'il faut trouver le bon équilibre entre pas assez de fluide, eh bien, mon malade ne va pas être bien réanimé, je vais m'exposer à de l'ischémie, de l'époxy tissulaire. Et si j'en mets trop, je vais générer des œdèmes qui potentiellement vont avoir des effets délétères. Et donc, l'objectif pour la pratique clinique, ce serait de trouver le bon équilibre entre les deux, puisque dans les deux cas, on peut augmenter la mortalité des patients. Alors, vous savez sans doute qu'il y a un nombre assez inconsidérable d'études de cohortes, d'observations, qui trouvent une association très forte entre le nombre de litres de liquide qui rentre dans le malade ou qui l'accumule et une surmortalité. Il y a effectivement beaucoup d'effets secondaires qui ont été décrits, qui sont ici résumés par Manu Malbrein. Le problème, c'est qu'il y a un biais d'interprétation qui, moi, me semble très important, c'est la gravité des patients, puisqu'on sait bien que plus le patient a une fuite capillaire importante, c'est-à-dire plus il a un sepsis grave, plus il va avoir accumulé de fluide, plus son rein ne marche pas bien, plus il va garder les fluides. Et on sait que ça a donc un impact directement sur l'accumulation liquidienne. Et pareil, la gravité de l'inflammation et l'insuffisance rénale ont un impact direct sur le pronostic des patients. Donc dans ces études de cohorte, il y a probablement un biais. Est-ce que c'est le fait d'être beaucoup rempli qui fait que le pronostic est mauvais, ou est-ce que le patient est très grave, du coup il est beaucoup rempli et son pronostic est moins bon? Alors ce qu'il faut aussi bien regarder, ce qu'il faut regarder dans la littérature, c'est que plus de fluide, ça ne fait pas forcément plus de morts. On a ici une vieille étude, mais qui est souvent citée parce qu'elle est pas mal faite. C'est aussi une étude de cohorte où les auteurs ont regardé l'adéquation du remplissage à la phase aiguë d'un sepsis avec lésion pulmonaire ou à la phase tardive. Et on voit ici la mortalité, et à la phase précoce, il vaut mieux être suffisamment rempli, et à la phase tardive, il vaut mieux effectivement être moins rempli. C'est là qu'on a la meilleure survie. Mais cette étude, elle est intéressante parce que ça introduit la notion de délai. C'est quand est-ce que je fais du restrictif, s'il faut restreindre. C'est probablement pas à la phase initiale. Autre étude qui ne retrouve pas de surmortalité chez les patients les plus remplis, c'est cette étude, également une étude de cohorte, faite en Scandinavie. L'intérêt de cette étude, c'est que les auteurs, dans le sepsis, ont regardé les pratiques et ont montré que les volumes de remplissage, en tous les cas dans cette étude, dépendaient plus des habitudes des services que de la gravité des patients. Ils ont comparé les patients, leurs pronostics, en divisant le volume administré aux patients en fonction de la médiane, les moins remplis, inférieurs à 4 litres, les plus remplis. Et vous voyez que finalement, à J1 et à J3, les patients qui reçoivent le plus de remplissage ont finalement une mortalité moindre. Et c'est même significatif à J3. Encore une fois, dans cette étude, les patients avaient une gravité assez comparable entre les plus et les moins remplis. Donc cette association entre trop de volume et la mortalité, elle n'est pas retrouvée dans toutes les études. Alors quand on discute, est-ce qu'il faut restreindre les fluides ou pas, je pense qu'il y a une grosse question de relativité des volumes. Vous avez ici 3 études randomisées pratiquées chez des malades en choc septique, et qui avait la bonne idée d'indiquer à J3 le volume total rentré dans le patient. Une étude française qu'on a faite avec Peter et Pierre Assoir, une étude canadienne, une étude faite au Danemark. Alors, quand on est à effectivement 25 litres d'apport à J3 chez un patient en choc septique, là peut-être quand même qu'il y a un intérêt à restreindre les fluides. Donc il faut faire attention à ça, c'est quand on dit restreindre, c'est quelles sont les pratiques. Et vous voyez que dans ces 3 pays, les pratiques sont assez différentes. Et je suis assez contente de constater que c'est en France qu'on remplit le moins les patients. La gravité des patients était assez similaire dans les 3 études, c'est que des patients en choc septique. Alors, il y a beaucoup d'effets qui ont été décrits avec les conséquences de trop de remplissage et les œdèmes qui apparaissent. Je ne suis pas sûre que tous aient des conséquences pour le
le pronostic de nos patients. Ce qui a l'air assez clair, je vais le détailler un peu, c'est les conséquences sur la fonction respiratoire. Concernant le rein, paradoxalement, et contrairement à ce qu'on a à l'esprit, trop de remplissage, c'est plutôt mauvais. Et puis probablement, le syndrome du compartiment abdominal peut avoir des conséquences néfastes pour nos patients. Les conséquences pulmonaires, c'est ce qui a été le plus décrit et c'est ce qui est résumé dans cette méta-analyse qui reprend les études pratiquées chez des patients en sepsis avec ou sans ARDS et qui ont comparé des stratégies de remplissage. Les résultats, c'est qu'il n'y a pas de différence sur le pronostic des patients, qu'on ait une stratégie plutôt restrictive ou libérale. En revanche, il y a un effet sur la dépendance à la ventilation mécanique, qui est la dépendance, enfin le nombre de jours vivants sans ventilation est plus faible dans les stratégies de restriction des fluides. Il y a aussi un bénéfice à restreindre les fluides sur la durée de séjour en réanimation. C'était significatif, mais il y a une hétérogénéité importante entre les études et donc c'est difficile de conclure. Donc probablement chez les patients avec une fuite capillaire, particulièrement pulmonaire, il peut y avoir un intérêt en termes de durée de ventilation, à restreindre les fluides. Mais ce n'est peut-être pas tous les patients qui ont un SDRA. Ça, c'est une sous-étude de l'étude FACT. L'étude FACT, c'était l'étude qui avait étudié chez à peu près 1000 patients l'intérêt d'avoir une stratégie justement de restriction des fluides chez les patients qui avaient un SDRA. Les auteurs ont essayé de faire du profilage de patients en fonction du type de SDRA et ils ont observé deux phénotypes différents, un phénotype qu'on pourrait appeler inflammatoire et un phénotype peu inflammatoire et ils ont regardé l'impact de la stratégie de remplissage dans ces deux sous-groupes de patients. Et de façon intéressante, ils trouvent des effets inverses entre les deux sous-groupes, c'est-à-dire que les patients les plus inflammatoires, il y a un bénéfice à une stratégie restrictive. Alors que chez les patients peu inflammatoires, il vaut mieux être plus rempli. Donc ça illustre bien le fait que si on parle de restriction ou de libéral, ce n'est pas forcément le même résultat chez tous les patients et c'est assez logique de trouver un bénéfice à restreindre les fluides chez les patients qui ont une fuite capillaire, particulièrement pulmonaire, importante. L'autre question, c'est quel fluide il faudrait restreindre. On s'est focalisé pendant des années sur les solutés de remplissage et sur la restriction du remplissage, soit en disant il faut utiliser des colloïdes pour en mettre moins, soit en utilisant des critères prédictifs du remplissage. Mais je vous ai indiqué ici, toujours dans ces études randomisées qui rapportent les volumes administrés aux patients, la part du remplissage dans tous les fluides qui rentrent dans le patient. C'est négligeable. Personnellement, je pense qu'on est peut-être en train de se tromper de cible. Ce n'est pas forcément que les solutés qui servent à expandre le volume plasmatique qu'il faut réduire, mais c'est peut-être tous les fluides qui rentrent dans le patient, parce que pendant que vous, de votre côté, vous êtes en train d'essayer de remplir le moins possible le patient, l'infirmière, elle est en train de mettre beaucoup de fluides avec ses dilutions de médicaments, ses purges de lignes, etc. Donc la question, c'est lesquels on réduit? Est-ce que c'est que le remplissage ou tous les fluides? Pour vous illustrer encore cette problématique, ça c'est l'étude classique qui vient de nos collègues scandinaves. C'est une étude pilote, puisqu'ils ont comme projet de faire une grande étude randomisée chez les patients choc septique, justement pour comparer deux stratégies de remplissage, libérales ou restrictives. Ça, c'est une pilote de faisabilité. Les auteurs concluent qu'ils sont très contents parce qu'avec leur algorithme, ils ont réussi à diminuer significativement le remplissage vasculaire, qui est en bleu ici. Mais quand vous regardez, parce qu'ils l'ont rapporté, tous les liquides qui rentrent dans le malade, vous voyez que là, il n'y a plus de différence. Et encore une fois, la proportion, la part du remplissage dans le volume total, elle est infime. Et quand on prend tous les liquides, vous voyez qu'il y a une différence de 1 litre seulement. Là, on est à J5. Personnellement, je ne suis pas sûre que 1 litre de différence, ça va faire une différence sur la mortalité des patients. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont regardé l'évolution de la fonction rénale. Et comme je vous le disais tout à l'heure, paradoxalement ou pas,
ils trouvent que l'évolution de la fonction rénale est meilleure dans le groupe restreint en fluide. Ce n'est pas la première étude qui montre ça. Et ça illustre bien que probablement la congestion rénale, qui est un phénomène maintenant qui est pas mal décrit et qui est assez récent, la congestion rénale et l'œdème interstitiel rénal, c'est probablement néfaste pour la fonction rénale. Donc, a priori, il n'y a pas trop de risque à restreindre les fluides pour la fonction rénale. Mais attention, il ne faut pas restreindre les fluides dans n'importe quelle condition. Vous avez peut-être vu passer ce papier dans le New England l'année dernière, qui est l'étude néo-zélandaise. Alors, ce n'est pas des malades de réanimation, c'est au bloc opératoire, parce que ça, c'est une autre discussion sur la gestion des fluides au bloc opératoire. Est-ce qu'il faut plutôt restreindre ou avoir des politiques libérales? Donc, ils ont comparé effectivement un groupe où on restreignait les fluides et où on privilégiait plutôt les vasopresseurs, à un groupe où on faisait comme d'habitude. Et la conclusion, c'est qu'en termes de pronostic global, il n'y avait pas de différence entre les deux bras, mais ils ont observé plus d'insuffisance rénale dans le groupe où on restreignait les fluides. Alors, comme d'habitude, dans ces grandes études du New England, il faut aller lire le supplément en détail pour voir ce qui se passe. Et bien, dans le supplément, on voit les chiffres de pression artérielle. Et les pressions artérielles sont significativement plus basses dans le groupe restreint en fluide, alors qu'ils auraient dû être réanimés de la même façon, avec le même objectif hémodynamique et avoir des vasopresseurs. Donc si on réduit les fluides, c'est pour une même stabilité hémodynamique. Et si on réduit les fluides, eh ben, il faut mettre autre chose à la place des fluides. Donc pour conclure, si on pense qu'il faut restreindre nos fluides en pratique quotidienne, les patients à cibler, c'est probablement ceux qui ont une inflammation avec une fuite capillaire particulièrement pulmonaire. C'est là que le bénéfice quand même a été le plus suggéré. Ça n'est probablement pas à la phase initiale. Il faut être suffisamment rempli au départ et c'est après qu'il faut freiner. C'est probablement tous les fluides. Je pense qu'il va falloir s'intéresser à autre chose que les solutés qu'on perfuse pour remplir le patient. Il y a tous ceux qui vont avec et autour, et vous voyez que ça fait des volumes quand même très importants. Peut-être qu'on ne peut pas faire mieux, mais peut-être qu'on peut quand même. Et c'est probablement pas risqué pour le rein de restreindre les fluides si la pression de perfusion est maintenue par autre chose que les fluides. Je vous remercie de votre attention.